Salut tout le monde, bienvenue dans Y a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien. Salut Mathieu. Tout va bien ? Super, je rentre de vacances, c'était génial. C'était génial on dirait. T'es tout nu et tout bronzé. Non, t'es pas tout nu. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on confirme. Aujourd'hui on va parler de l'écriture. Ah, les invités s'il vous plaît. On va parler de l'écriture comme un métier. C'est-à-dire comment vous percevez l'écriture, si vous prenez ça comme un vrai métier entre guillemets, un vrai travail avec des horaires ou pas du tout. Est-ce que autour de vous la perception qu'ont les gens de votre métier entre guillemets, est-ce que ça se passe bien ou pas, on va voir, on va découvrir des choses peut-être, mais avant de vous présenter chers invités bavards, on va parler de quelque chose qui est nouveau, c'est le soutien. Vous pouvez nous soutenir désormais avec un tip, alors c'est comme avec votre serveur, c'est un pourboire, voilà, dans votre resto préféré, ça se passe sur Tipeee, TIP3E, un site 100% sécurisé où vous pouvez régler avec votre carte bleue ou via PayPal en quelques clics, c'est très simple. Et le principe du type, c'est une somme libre à partir de 1 € qu'un donateur peut offrir aux créateurs qu'il veut soutenir et qui leur sera reversé à chaque publication d'un nouveau contenu. En échange, le tipeur reçoit des contreparties alléchantes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir tout ça sur le site de tipeee.com, le lien exact est dans la description de l'épisode. Évidemment, vous êtes libre de choisir le montant, il y a déjà 1 €, sachez-le, ça nous aide beaucoup. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est bien. Et on remercie tous les contributeurs sur Tipeee, et plus particulièrement Leïla, Dame Marmelade, Ariouche, Daniel, Pascal, Clémence, Cécile et Geoffrey pour leur participation généreuse. Merci à tous. Alors pour parler de l'écriture comme un métier, nous avons 3 lascars autour de cette table. Nous avons Théo Courtial, qui est scénariste et réalisateur. Salut Théo. Salut. C'est Courtial, hein ? Courtial, ouais. C'est ça. Alors, on m'a dit que tu participais au 48 heures Film Project. Ouais, depuis quelques années. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Et Mais fais pas ton modeste, tu peux dire que tu as gagné un prix. Ouais. Voilà. On a remporté l'an dernier à Paris. Ce qui nous a valu un petit voyage aux États-Unis, bien cool. Du coup, grosse pression pour cette nouvelle édition ou... Non, on s'est dit, on voulait pas partir sur une victoire, du coup on le refait. Puis, là, vous vous dites juste, bon, on gagne ou pas, quoi. D'habitude, on le rend jamais à l'heure, du coup, peut-être qu'on refera pareil cette année. Ok, à côté de Théo, on accueille Martin Razi, qui est réalisateur et scénariste, et qui est un habitué, on peut dire habitué au bout de deuxième. Je pense qu'on peut dire. Habitué de ce podcast. Oui. Ça va, Martin ? Mais ça va très bien. La Je rentre de vacances, tout va bien. Tout comme moi, il est tout nu, tout bronzé. Non, je suis habillé. Tout habillé, tout bronzé. Et enfin, nous avons Yacine Badet, qui est également scénariste et réalisateur. Salut Yacine. Salut. Alors toi, tu es fan de podcast. Entre autres, ouais. Ça existe alors ? De rap et de la Troisième République aussi, mais c'est une longue histoire. Alors, toi, tu nous as reconnus, interpellés dans l'escalier de notre hôtel à Valence, lors du Festival des scénaristes. Je confirme. C'est la première fois que ça nous arrive. Vu comment c'était bizarre, j'espère que c'est la dernière fois, hein. S'il vous plaît. Non, mais je comprends que ça vous ait marqué. Non, je plaisante. C'était sympa. C'est marquant, oui. T'écoutes beaucoup de podcasts, mais t'y participes pas en général. C'est mon 2e podcast. Ah, bon, quand ça même. va alors. Bah, très bien. Alors on va faire un petit tour de table avant de parler du sujet, pour connaître un peu plus nos invités. Théo, sur quoi tu bosses en ce moment ? Je travaille sur 3 longs métrages, dont le dernier qui s'est fait il y a 3 jours, là, donc j'ai commencé il y a 3 jours, avec divers réalisateurs, à chaque fois des commandes. Donc j'accompagne des réalisateurs, dont 2 où c'est leur premier long métrage. 3 longs métrages, tu fais pas grand chose, quoi. C'est pas... Non, voilà, ça c'est va. un peu finesse, quoi. Je suis au top de ma forme en ce moment, c'est incroyable. Alors c'est quoi, c'est des premiers Il y a projets ? 2 premiers longs, il y a un long où je travaille avec Laurent Tirard, on avait déjà travaillé avant sur d'autres projets. Ça c'est au début, tout est un peu au début là. Et un autre avec Benjamin Parent, qui avait déjà réalisé un court-métrage qui s'appelle « Ce n'est pas un film de cow-boy ». Très bon court-métrage qui a été nommé au César. Nommé, comme d'hab. Qui était au César. Qui était au César, ouais. Et Christophe Saber, le dernier, qui est suisse et qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle « Discipline » aussi, qui est vachement bien. Et donc, pour les 2 derniers, c'est leur premier long et je les accompagne et c'est vraiment cool. Le travail est vraiment sympa. Bah, super. Ouais. Et toi Martin alors, sur quoi tu bosses en ce moment ? Alors moi, je viens de rentrer de vacances, donc je m'y remets doucement, mais je travaille principalement sur mon prochain court-métrage que je tourne au printemps 2017. On est sur la phase de financement, donc sur les dossiers artistiques, les dossiers de financement avec le producteur. J'ai repris aussi 2 commandes d'écriture de long métrage pour lesquelles je ne serai pas réalisateur, mais que j'ai commencé il y a quelques mois. Et donc voilà, je travaille principalement là-dessus. Puis évidemment mes projets de long métrage à côté en tant que réalisateur et co-scénariste. Donc une comédie que je viens de terminer et on est en recherche de producteur. Ok, ça bosse alors. Ça bosse, il Cool. faut. Très bien. Et toi Yacine alors, sur quoi tu bosses en ce moment ? Pas mal de trucs. Là, je continue ma collaboration avec Chloé Maslow
qui avait eu le César 2015 du court-métrage pour Les Petits Cailloux. Beaucoup de César autour de cette table. De gens qui connaissent des gens qui ont eu des Césars. Voilà. Pour mettre dans le contexte quand même. Essayez de vous flatter un peu. Mais donc on avait déjà fait un court-métrage ensemble. Là, on en a fini un deuxième qu'elle vient de réaliser. Et on est en développement de son premier long qui est en résidence au Groupe Ouest. Et à côté de ça, je viens d'arriver sur l'écriture d'un long-métrage d'Émilie Hossel qui était déjà en cours d'écriture, qui s'appelle Mourir jeune, qui est produit par Shellac. Et puis, C'est pas une comédie, ça. Non. Mourir jeune. Spoiler. Mais le titre va peut-être changer. Et aussi un projet de série qui s'appelle Le Miracle, avec Jean-Baptiste Sépari-Prévost, qui avait eu Beaumarchais cet été. Et on est en développement, avec la prod, tout ça. On commence à écrire le pilote. D'accord. Super. Alors, attaquons notre sujet qui est l'écriture comme un métier. C'est quoi un métier ? C'est quand on est scénariste, est-ce que c'est un métier ? Autour de vous, comment ça se passe quand vous dites que votre métier c'est scénariste ? Quand vous écrivez, que l'écriture c'est votre métier, chers invités ? Tout le monde se regarde, tout le monde se jette des coups Bah oui, d'œil parce étranges. Oui, c'est alors ton moi pull je dis bleu pas je qui suis attire les scénariste. regards, Moi hein. c'est vrai que j'ai un polo bleu très très flashy. Je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, c'est comme ça. Je dis pas que je suis scénariste. Je précise aux gens qui me demandent ce que je fais que je suis réalisateur scénariste. D'accord. Les gens en général comprennent pas. Il faut que j'explique la différence entre les deux métiers. Et je me souviens plus de la question. Comment t'annonces Comment j'annonce ? Eh ben comme ça, tout simplement. Je suis réalisateur scénariste. Ça va, il y a pas de honte, pas de gêne. Absolument aucune. Non. Fierté. Fierté, oui. Ouais. Oui, parce que je fais ce que j'aime, donc pourquoi est-ce que je serais peu fier de ce que je veux au quotidien, de ce qui me permet de me lever avec le sourire le matin. Est-ce que tu sens qu'il y a une perception du style il est réalisateur, tu dois connaître Spielberg, et on te compare tout de suite à des trucs que tout le monde connaît. Souvent on me dit tu seras le prochain Luc Besson, avec un D'accord. clin d'œil. Et je sais pas comment le prendre. En général, ça dépend de la personne qui est en face. Je me pose beaucoup de questions. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. On va pas dire du mal. Non, du mal ou du bien d'ailleurs, Du bien. mais peu importe. Oui, il y a des gens qui... Ça véhicule une image, quoi. Ça véhicule une image. Il y a un petit fantasme derrière, je pense, parce qu'il y a cette magie du cinéma sur la construction d'un film. Les gens ne savent pas comment on tu fait dois un un peu film. recadrer, tu dois revenir un peu sur terre. en Ouais, disant, qu'on va mais- écrire un scénario pendant 3 ans seul chez soi et qu'après on va essayer de trouver un producteur et ensuite des financements avec le producteur et du coup ça fait retomber un peu le soufflet quand même. D'accord. Et Théo, Yacine, vous avez aussi ce genre de réaction face à vous ? Ni fierté, ni honte, juste la vérité. Non. Non. La vérité, Non, rien d'autre. mais en gros, je dis juste, je suis scénariste. En gros, si on me dit, t'as déjà fait des choses, je dis bah oui. Puis je parle des projets sur lesquels j'ai bossé, qui ont pu tourner, passer en télé ou tourner en festival. Oui, ou des choses comme ça aide d'avoir des images à montrer pour le coup. C'est beaucoup plus faire concret passer à tous l'idée, les hein. niveaux. Que ce soit dans les mariages, les enterrements ou dans la rue, si on me demande si j'ai déjà fait quelque chose, en général, je dis bah oui. Les j'ai gens fait- t'arrêtent dans la rue comme ça en disant est-ce que t'as déjà fait quelque chose ? Avec l'état d'urgence, on sait jamais maintenant. Il faut beaucoup plus se rendre de compte. Non, mais plus sérieusement, j'ai vraiment vu la différence à partir du moment où j'ai commencé à avoir des projets qui se sont tournés ou qu'on peut passer en télé ou les documentaires que j'ai faits qu'on pu avoir de la presse ou au niveau de ma famille ou de mes amis, il y a eu un vrai... Tout d'un coup, c'est devenu plus concret. Voilà. Mhm. Que le sujet les intéresse ou pas, qu'ils aient envie ou pas de voir le film, le fait de savoir qu'ils peuvent le voir et qu'il existe et que je ne suis pas un menteur, C'est-à-dire qu'avant c'était plutôt ouais d'accord ouais. Ouais, Oui, si, voilà, j'écris, ouais, je vous assure. Ouais, ok, d'accord. Je pense sincèrement qu'il y a un peu un truc dont on verra où ça mène. Et voilà. Et même mon meilleur ami, par exemple, je sais qu'il m'a dit que quand il allait voir le documentaire, etc., ça a beaucoup changé sa perception de ce que je faisais. Et il s'est dit, Oui, parce que il a raison finalement, d'être là-dedans, quoi. Ouais, finalement, nous, pour nous, évidemment, c'est un métier, on est dedans toute la journée, on fait que ça. C'est un quotidien, c'est des habitudes, mais. C'est hyper abstrait pour les gens. Pour Ouais, les gens voilà, qui connaissent c'est pas ça. notre milieu, c'est hyper abstrait. Parce que quand tu arrives avec un film, et la des question, images, tu fais ok. quoi à côté ? C'est quoi ton vrai métier ? Je pense que j'ai eu quand même quelques dizaines, voire quelques centaines de fois. Et, oui, puis en plus, c'est vrai que le développement, c'est un monde à part entière. D'ailleurs, pour élargir aussi, je me rends compte en parlant avec des techniciens qui sont dans la grande famille du cinéma quand même. Beaucoup de techniciens pensent que les scénaristes sont intermittents ou ne connaissent pas le milieu du développement. Le développement, c'est aussi les subventions, les aides à l'écriture, les options. Tout ça, c'est un jargon, ça peut être très très opaque. Donc dire voilà, j'ai signé un contrat de cession, ou j'ai 3 options en cours, ceci, ça veut rien dire pour les gens. Ouais, bah oui, oui. Et tant qu'il n'y a pas d'image, etc., c'est plus nébuleux, je pense. Théo, Ouais, tu moi, partages ça ? Moi, j'ai le côté, je suis scénariste. Alors, je le dis en me disant, ça pète un peu la classe.
Et en fait, pas trop. C'est putain, je pensais que quand j'allais devenir scénariste, tu vois, j'allais pouvoir draguer vachement plus facilement. T'arrives en soirée, le temps s'arrête, tout le monde te regarde, Ouais. t'as une cape. Tes amis qui te disent, vole mais derrière t'es toi, scénariste, tu c'est dis, classe, tu vois, je suis parce que mes amis sont un peu dans le ciné et tout ça. Ils font, ouais, ça... Puis après, tu dis, je suis scénariste, puis on fait, qu'est-ce que t'as fait que j'ai pu voir et tout. Puis là, tu fais, rien, tu vois. C'est en cours. Y a rien, tu attends 2-3 ans, tu verras. Tu vas savoir, tu vas savoir un peu. Et en fait, non. Puis, ou alors, t'as les gens qui font, ah putain, c'est super et tout, mais du coup, tu vas être une star. Et je fais, ok, cite-moi un scénariste français. Et là, ils font, je dis, voilà. Voilà. À peu près comme ça, une star à peu près comme ça. Mais alors, tu travailles avec Laurent Tirard, est-ce que tu peux... Ouais, je travaille avec Laurent Tirard. Alors, tu vois, t'as aussi le côté name dropping, tu vois, où tu balances un petit nom comme ça, Laurent Tirard. Tu peux dire les Laurent gens Tirard du... qui a fait Ouais, tel ou tel film, qui a fait tel ou tel film. Ça Ouais, rapproche un forcément. peu de ce que les gens peuvent connaître. Forcément, ouais, là, t'as des exemples. Après, quand tu parles avec des gens qui sont dans le ciné, ouais, tout le monde le bien connaît, sûr. et puis c'est plus simple, ouais. Je voulais dire quelque chose. Ouais, Adrien. moi dire que je suis scénariste à quelqu'un, ça me permet de savoir très vite quelque chose sur la personne à qui je parle, si elle est curieuse ou pas. J'ai remarqué que dans 80% des cas, la personne, je dis je suis scénariste, ok, et on passe à autre chose. Les gens en fait ne savent pas, du coup demandent Non, pas, ils je sais pas, il y a une espèce de... Ah, j'ai pas ce côté-là, moi. Ça m'arrive quasiment souvent et c'est très Du coup, drôle. tu dis je suis scénariste, ok, pas de réaction. Non, mais sinon je fais des podcasts, ok, encore moins de réaction. Bon, bah c'est mort alors. C'est très compliqué. Du coup, c'est moi qui relance, et toi tu fais quoi? Je m'intéresse beaucoup à ce que font les autres. Alors moi je sais que je suis très curieux, mais du coup... Scénariste, c'est voilà. quelqu'un qui pose beaucoup de questions pour. Du coup, parce ça- qu'on comprend pas ce qu'il fait. Ça doit être ça. Mais c'est vrai que je rejoins tout le monde sur l'incompréhension. Le nombre de fois où j'ai des copains qui m'appellent, ah tu bosses? Bah oui, je bosse. Mais Oui, non, il mais- est 16h de l'après-midi, oui, je bosse comme tout le monde. Pourtant, tu m'avais dit que t'étais scénariste. Bah oui, c'est ça. Le pire, Donc, c'est je les peux t'appeler à 4 techniciens. heures. Le pire, c'est les techniciens. Je pense qu'on est à peu près tous pareils. On est entouré de gens du cinéma, que ce soit des comédiens, des scénaristes, des réalisateurs, et aussi des techniciens. Moi, je vois mes chefs de poste, donc un G-son, chef op ou autre, quand ils sont « Ah, Marc, je suis dans ton quartier, on se prend un café ?» Ben non, on est jeudi, il est 15h, je suis en train de bosser, quoi, excuse-moi. Ben allez, c'est bon, on descend. Ben non, je peux pas, je me mets des horaires fixes, et si du coup je suis pris par tous les clampins qui m'appellent pour aller prendre un café, un verre ou autre, ça va être un peu compliqué pour travailler et avancer sur les projets. Donc on peut dire, vous êtes tous d'accord avec le fait que écrire c'est un métier. Ah oui, oui, complètement. On a dit tous. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que C'est un vous peu- avez- Après, c'est un peu comme le pudding. On dit en anglais, la preuve est dans le pudding parce qu'il se mange. L'écriture est un métier à partir du moment où on y passe son temps, qu'on gagne de l'argent. Mais c'est On a vrai perdu que. Yacine. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais après. Là, c'était le pudding. Voilà. Et encore, fallait voir le bêtisier, mais bon, malheureusement, il a été perdu dans les Dans le annales. bêtisier, il y avait carrière. Et effectivement, non, il y a la phrase de Jean-Claude Carrière qui dit qu'écrire, c'est une occupation. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui implique des sacrifices, qui peut mobiliser beaucoup d'esprit. Après, c'est toujours compliqué de... Enfin, voilà, on considère ça comme un travail. J'ai l'impression au bout de plusieurs années qu'on se dit, bon, bah, je suis dedans. Dans ma feuille d'imposition, il y a tant de trucs qui correspondent voilà, à mes revenus, au fait que j'ai écrit. Bon, bah, ok, je suis scénariste. Mais Tiens, il y a je pas suis de sous le vocation. seuil de pauvreté, je dois être scénariste. Voilà, par exemple. Alors, je reviens sur ce que tu disais, Martin. Est-ce que vous, Théo et Yacine, vous partagez ce côté on vous appelle quand vous bossez, votre pote veut vous voir, bah non, je bosse. Ou est-ce que c'est un peu plus ouvert ouais, finalement, je ne fais qu'écrire, je peux m'arrêter 5 minutes, boire un café. Comment vous gérez ça en fait? Je n'ai plus d'amis. D'accord. Ni de famille, ni de. On reviendra ni de sur femme, l'aspect ni rien. social un peu plus tard. Mais... D'où les enterrements dont tu nous parlais, c'est ça? J'ai besoin de voir des gens. Au début, oui. Non, vraiment, moi, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout voilà, les 2-3 premières années après le moment où tout le monde a ses diplômes et où tous les potes de fac, etc., il y en a certains qui bossent pas encore et tous les potes chômeurs disent « Ah, bah, je suis chômeur, je vais appeler mon pote scénariste. » Maintenant, voilà. Il doit faire la même chose que moi. Voilà, il doit être en train de rien foutre. Et voilà, maintenant, non, ça a énormément changé. Et j'ai plus beaucoup de gens, d'ailleurs, dans mes amis qui sont oisifs en pleine journée, par exemple. Donc j'ai pas ce souci-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez répandu parmi tous les indépendants de « Ah, bah, puisque tu peux gérer ton planning, ah, tu peux aller chercher un colis pour moi à la poste. » Ouais, ça, voilà, c'est une déformation. Du coup, relever. Théo, toi, pour te déranger en plein travail, c'est plutôt la nuit qu'il faut t'appeler. Donc ça doit Ouais. t'arriver moins souvent, le pote qui Non, passe dans ouais. le quartier. et Les, qui veut les boire un café. seuls impératifs où je suis pas disponible, c'est quand je suis en réunion. Après, je suis assez libre. Puis dès qu'on me donne une occasion de ne pas travailler, je la saisis avec... Comme ce podcast. Exactement. J'ai dit, ouais, j'ai bloqué tout l'après-midi, tu vois. Donc, J'ai bloqué toute la semaine. Je suis peinard. Puis demain, je me remets tranquillement. Du coup, les réunions, c'est en Non, journée, ouais, quoi. après, comme je travaille, j'écris beaucoup la nuit, c'est vrai que j'écris beaucoup la nuit parce que la journée, il y a trop de distractions. Et quand on m'offre des distractions, je les accueille avec plaisir. J'ai pas une discipline de dingue, quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez avoir une vie normale? Oui et non, parce que oui, évidemment que j'ai une vie sociale, je vois des gens, je vois des amis, voilà, comme tout le monde, quoi. Je pars pas bosser le matin parce que je travaille chez moi la plupart du temps.
J'ai un coin bureau. Par contre, non parce que oui. Enfin, non parce que oui. C'est très étrange comme formulation. Non, parce que oui. Enfin, le métier de scénariste est aussi un métier hyper solitaire. Même quand on est en co-écriture. En plus, mes co-scénaristes sont loin. Il y en a un qui est au Luxembourg et l'autre qui est dans le sud, près d'Avignon. Donc c'est quand même assez compliqué pour se voir. On se voit très rarement. Heureusement, il y a Skype et tous les outils modernes. Mais c'est vrai que le métier reste très solitaire. Et c'est peut-être ce qui me dérange le plus dans ce métier. J'aime écrire, j'écris tous les jours, vraiment du lundi au dimanche. Et j'aime aussi réaliser des films, mais il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans la réalisation, bien au contraire. Alors que cette partie de travail solitaire me pose parfois problème dans le métier de scénariste. Je vais faire pleurer dans les chaumières. Non, mais c'est intéressant d'avoir Non, ce c'est retour-là. Yacine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'effectivement, quand on a beaucoup de projets en cours, avec beaucoup de personnes différentes, on voit beaucoup de gens. Voilà, parce que moi j'ai la chance que tous mes réalisateurs ou co-scénaristes attitrés soient en région parisienne, donc je vois beaucoup de gens, mais après les avoir vus, il faut quand même écrire et tout ça. Donc en fait, là où la vie est pas trop normale, c'est des fois les horaires sont un peu étendus et il y a un peu un déracinement par rapport aux gens de la vie de tous les jours qui peut avoir lieu quand on a beaucoup de boulot et qu'on est sur beaucoup de projets. Et on peut perdre un peu pied, je pense. Voilà. C'est ça le risque. Et sans s'en rendre compte, parce qu'on voit quand même des gens, on a quand même des relations simili-amicales qui font que c'est plus insidieux. C'est vrai que nous, par exemple, le côté, on prend ça comme un métier, on a loué un bureau, on a des horaires, on s'y tient, on a une organisation en fait. Ça se retranscrit dans l'organisation qu'on prend pour travailler justement. Ouais. C'est important, c'est ce qu'on s'est dit très vite. Il fallait nous, on a besoin de se voir tout le temps, on travaille tout le temps ensemble, donc forcément, c'est important. Donc, on a structuré ça autour d'un bureau, d'un lieu où on se retrouve avec des horaires, etc. Et de temps en temps aussi à distance, parce que des fois c'est pas possible, mais on peut quand même travailler parce qu'il suffit de se parler via Skype, comme tu disais. Du coup, vous mettez un cadre de travail normal où tu fais des horaires qui sont, on se voit de 9h à 18h, on travaille pendant ce temps-là et après... C'est tout à fait ça. Après, on va pas écrire 4 heures d'affilée, mais on va essayer d'être le plus productif possible dans le temps imparti. Et puis on reporte le lendemain ce qui n'a pas été fini. Et en général, on s'en sort plutôt bien comme ça. On parle de métier de travail, de bureau par exemple. Est-ce que vous avez vous-même investi par exemple dans du matériel en vous disant je me professionnalise, c'est un métier, oui, donc tu parlais d'un coin bureau, je refais une pièce. Non, j'ai acheté une super bouilloire pour me faire du thé. Okay, c'est à peu près le seul matériel professionnel que j'ai acheté en tant que scénariste. Okay. Et j'ai même pas investi dans un logiciel d'écriture. Enfin, j'en ai, mais il y a des gratuits ou des craqués. Mais du coup, non, j'ai pas. Non, j'ai un coin bureau. Oui, j'ai une chaise de bureau, j'ai un bureau, un ordinateur. Moi, j'ai un coin bureau et je ne travaille jamais dedans. J'ai un super bureau. Il est beau, je l'ai récupéré, je n'ai pas payé. J'ai une chaise de bureau et je ne travaille jamais là. Tu travailles où alors? Je travaille dans mon canapé. Exactement, ouais. C'est vrai, t'arrives vraiment à bosser assis sur un canapé Ouais, allongé même. Ah ouais. Ouais, dans mon lit. Des trucs comme ça. J'ai vraiment pas un truc... Je travaille là-dessus pour avoir une vie normale. Mais non, sinon, là, les réunions, c'est toujours dans les canapés, remarque. Et j'ai un tableau en liège et des fiches. Ça, j'ai acheté des fiches blanches, un stylo, feutre. Ouais, et j'ai un cahier. Ça, c'est un peu tout mon investissement. C'est très scolaire. D'accord. Toi, Yacine? Pas d'investissement particulier, à part un logiciel d'écriture, Fade-in, grand logiciel d'écriture, 49 € seulement. Il a des actions, c'est pour ça qu'il vend le truc. Qui est très très pratique. Et voilà. Non, mais plus sérieusement, à part ça, non. Je vais de temps en temps maintenant dans des espaces de coworking. J'aime bien, ça aide à avoir un cadre. Mais le métier, pour plein d'aspects, fait que pour moi, un bureau, c'est pas jouable. Tu arrives à travailler avec des gens autour, avec de la vie autour? S'ils éteignent leur portable ou s'ils font pas des séances de Skype dans des lieux publics à 3 cm de moi, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que tu débarques en espace de coworking et tu t'imposes ta loi, tu dis bon, alors toi déjà tu vas couper ton téléphone, toi tu vas faire ton Skype dans l'autre pièce. J'essaye. Tu débarques un peu. Moi j'avais essayé de bosser en bibliothèque, c'est mort, je suis obligé de regarder les gens alors qu'ils font pas grand-chose de passionnant et je passe mon temps à faire ça. Moi, j'ai essayé de bosser dans des bars et du coup, je suis devenu alcoolique. Mais non, le bruit me gêne en fait. Je travaille bien chez moi, seul dans ma bulle avec mon mug de thé et ma musique dans les oreilles, c'est tout. Quoi. Bah, dans un bar, tu finis par dépenser plus que ce que tu gagnes en train d'écrire. Quoi. C'est vrai. Et Théo, est-ce que tu as une fenêtre à côté de ton bureau? Ouais. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas assis à ton bureau. À côté de mon bureau où je travaille pas. Non, il est face au mur. Je peux fermer les volets. Hein. Mais là où je suis dans mon canapé, j'ai une fenêtre aussi. Ouais. Du coup. Mais tu regardes pas les gens passer dans la rue. Ah non, parce que de toute façon, les deux fenêtres, elles donnent pas dans la rue. C'est ça en fait. C'est peut-être ça la clé. Un jardin.
C'est pas avoir de Mais vision même- sur des gens. Même dans mon bureau, ça donne sur un jardin. C'est pas ça, je sais pas. Si on devait résumer une journée type, Théo, par exemple. Toi, tu travailles la nuit, par exemple. C'est ce que tu Ouais, disais tout à mais ça l'heure. dépend des phases de projet. Quand c'est au début du projet, il y a des réunions, donc c'est tout en journée. Et après, en phase d'écriture, ouais, c'est la nuit. La nuit de... La nuit, je commence vers 23h minuit, quand tout le monde chez moi est couché, parce que je suis en coloc, donc il y a toujours beaucoup de vie. Je commence vers minuit, de minuit à 3h, je fais rien. J'ai ouvert le document et je regarde le petit curseur qui clignote. À 3h, je fais allez, vas-y. T'es vraiment sur le document ou t'as des distractions quand même un petit peu Non, qui bien te- sûr, j'ai Internet qui tourne à côté en permanence. Et je visite un peu Internet. Et je fume beaucoup de cigarettes en me disant que ça va me donner des idées, puis pas du tout. Et à 4h du mat, je me dis, t'es en train de rater ta vie, fais un truc. Et puis jusqu'à 7h du mat, j'écris. Et ça marche. Et ça marche vachement bien, quoi. C'est pas très sain, je m'en rends compte. En période où j'écris beaucoup. Chacun sa méthode. Hein. Tu Ouais, travailles j'ai- beaucoup sous pression, c'est ça, visiblement? Ouais, déjà sous pression, et quand je suis fatigué, je suis plus créatif. Ok, bah me concernant par rapport aux horaires, moi j'ai été obligé très vite de mettre un cadre strict parce que chez moi j'ai un super canapé, j'ai un grand écran de télé, même si j'allume jamais, c'est quand même tentant de regarder des films dessus. Donc je me suis mis des horaires vraiment comme des horaires de bureau. Je travaille bien le matin à partir de 9h. 9h, 9h30 en moyenne, c'est pas fixe à la minute près, mais je pointe pas. Mais voilà, jusqu'à ce que je déjeune. Ensuite, par contre, le début d'après-midi entre 14 et 16 est plus laborieux. Du coup, ce que je fais en général, c'est que je vais marcher ou je vais au ciné pendant 2 heures. Et je reprends quand je rentre. Je reprends quand je rentre Jusqu'à jusqu'à 20h, 21h à peu près. Je mange ensuite et voilà. Parfois, après, je suis comme Théo, je travaille. Alors, je travaille pas bien comme lui, malheureusement, quand je suis fatigué. Par contre, la pression, oui. Je me sens meilleur dans la pression, dans le stress de la deadline, du rendu de dossier, du rendu de scénario. Et du coup, ça m'arrive aussi, dans ces périodes-là, qui sont de plus en plus rares quand même, l'âge aidant peut-être, de travailler la nuit aussi. Dans cette espèce de quiétude, de calme de la nuit parisienne tardive. Et tu arrives à te lever le lendemain assez tôt ou tu prévois du coup du sommeil en conséquence? Non, je prévois du sommeil en conséquence. Je suis un gros dormeur. Et toi, Yacine? Un peu comme Martin, moi j'essaie d'avoir une vraie régularité pour pas me laisser déborder. On va dire qu'en gros, mes journées de travail, ça commence à 10h, ça finit vers 20h, sachant que là-dedans, il y a plein de coups de fil avec des gens, il y a plein de podcasts. Enfin, non, il y a tous les... non, plus sérieusement, il y a tous les trucs, il y a tous les emails auxquels répondre et tout ça, mais j'essaie de caser au moins 4-5 heures de vraie écriture en fonction des rendez-vous, soit avant les rendez-vous, soit après. Et c'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Et moi, par contre, la pression, les deadlines, etc., je pense que vaut mieux être dans la régularité. Je préfère être dans la régularité, même si T'as certains... plus à anticiper la deadline que, Ouais, je préfère que te mettre la pression avec. J'aime bien me faire des quotas, des quotas de pages à atteindre ou des trucs comme ça. Pour me forcer, avec même des soupapes, des périodes de soupapes où je peux faire une pause avant de reprendre et tout ça, plutôt que d'abattre de la matière au dernier moment, j'aime pas trop. Quand tu as une deadline, tu as une vision assez étendue de ton travail qui t'attend et tu le gères en fonction de la deadline. C'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Et alors toi, si on retourne à l'école, Théo, c'est plutôt le mec qui fait ses devoirs le lundi matin. Toi, tu les fais en arrivant le vendredi soir pour être tranquille le week-end, quoi. Non, moi je pense que Dieu me déteste parce qu'en fait, j'ai passé tout le lycée à ne plus faire mes devoirs. Je pensais vraiment que j'ai plus du tout fait mes devoirs au lycée. Je foutais strictement rien. J'ai quand même eu la meilleure note au bac, donc j'étais très heureux. J'ai fait haha, je t'ai eu, Dieu, je suis le meilleur. Et à la place, je suis devenu scénariste, donc j'ai constamment des trucs à rendre. Et tout ce que je ne faisais pas au collège et au lycée, c'est-à-dire travailler, m'organiser en amont, etc. Travailler pendant les vacances scolaires, avoir les petits carnets passeports là quand on est pendant l'été Ah oui. pour sauter une classe. Oh là là. Et ben à la place, Oh, je la suis devenu- Madeleine de Proust, quoi. Ouais, et à la place, je suis devenu scénariste et du coup, j'ai tout le temps des trucs à rendre en permanence et ça s'arrête jamais. Et voilà. Pourquoi ça marche pas ces carnets, quoi? Donc voilà, le karma. T'en as fait ton métier. Moi aussi, c'est pareil. Je détestais les devoirs et je prends ça comme métier, quoi. Rendre des devoirs tout le temps. C'est drôle, ouais. Je me rends compte Ah, que moi aussi. Ouais. Merde. Merde, mais on est en train de réaliser ce qu'on fait de notre vie là et ça. Bon, c'est le dernier podcast sur l'écriture finalement. Yacine a dit un truc très juste et j'aimerais aborder. Alors, je suis pas l'animateur du podcast, mais je me permets t'en quand prie, même. Martin. C'est qu'il a dit qu'il écrivait 4 à 5 heures par jour. Et je crois que c'est la grande. Enfin, sauf quand on est dans une période de rush, qu'on a beaucoup de retard, etc. Et même si c'est physiquement très dur d'écrire plus que ça, je crois que c'est vraiment le maximum. Et quand j'ai lu pas mal d'autobiographies, que ça soit de scénaristes ou d'écrivains, et ces mecs-là écrivent
ces hommes et ces femmes, écrivent en général 4 heures. 4 heures par jour, le reste du temps, c'est de la relecture, c'est évidemment du travail, parce que c'est de la recherche, c'est de l'inspiration, c'est une autre forme de travail, mais d'écriture pure. Et ça, les gens qui connaissent pas ce milieu, et ce métier en particulier, comprennent pas que 4 heures d'écriture, c'est épuisant. Vraiment. Juste, je peux tempérer la digression de Martin. Je tempère donc. Mais oui, effectivement, pour tempérer la digression de Martin, c'est vrai qu'il y a aussi plein d'aspects dans l'écriture de scénarios, ne serait-ce que par exemple tout ce qui est notes d'intention, ou quand on fait des consultations, des fiches de lecture améliorées pour les projets des autres ou des choses comme ça, où malgré tout ça vient en plus de, par exemple, des 4 heures ou 5 heures qu'on passe sur le projet du moment. Et donc, c'est vrai, des fois, on passe quand même beaucoup de temps à écrire. Mais c'est une autre partie du cerveau qui joue. Je parlais vraiment d'écriture créative, tu vois, d'écriture sur un scénario, sur un synopsis, et pas cette écriture-là d'analyse ou de fiche de lecture. Oui, mais du coup, tu peux passer 4 heures sur un projet à écrire un scénario, où à la fin, tu es un peu épuisé, et puis tu dois écrire une fiche de lecture, par exemple, ou un autre document, mais qui est de l'écriture aussi. Mais ça va peut-être être moins fatigant. Ouais, c'est pas le même travail. C'est d'écriture, mais c'est pas la même chose. Ça permet même de respirer un peu. Parce que tu vois un autre projet, tu souffles un peu, tu fais un peu autre chose, quoi. Effectivement, ouais. Finalement, on écrit assez peu. Enfin, je trouve que t'écris qu'à la fin, quoi. Il y a tellement d'autres choses à faire avant. Oui, il y a des recherches aussi. Voilà, tu peux aussi passer du travail. Tu réfléchis tout le temps. C'est comme le truc quand tu parles à quelqu'un qui est pas dans le métier et qui dit tu gagnes combien pour un film, tu lui dis je gagne tant. Il fait mais c'est pour combien de temps de travail? Puis là, tu peux pas répondre. Tu donnes une période, mais tu dis. Le projet a duré tant de temps, mais j'ai pas bossé tout le temps dessus. Et encore, j'ai bossé là, mais à côté de ça, j'ai réfléchi ça aussi. Donc, tu quantifies pas ton. Puis si le film se fait, excuse-moi, mais si le film se fait, il y a la SACD ou les trucs. C'est impossible de savoir combien un projet va rapporter vraiment, malheureusement. Donc, les droits d'auteur, déjà, si le film se fait, si le film se fait ou pas, déjà, t'as une grosse différence. T'as une partie de ton salaire. S'il sort au cinéma après. Ouais. S'il sort au cinéma, si les gens vont le voir. Ouais, ça, faut pas trop compter là-dessus quand t'es scénariste, je pense. Au nombre d'entrées. À la part RNPP. La part RNPP, ouais. Ça, c'est. Non. Enfin, je sais pas, moi, on m'a dit très tôt, quand j'ai commencé. Je l'ai pas encore vérifié, mais peut-être. On verra que compte sur ton MG, ton minimum garanti, puis ça sera très bien. Mais bon, ton MG, tu l'as pas en entier quand tu as fini d'écrire le film, quoi. On a une partie au tournage. Tout ça est un autre débat. Ouais. Avant qu'on aborde peut-être des questions plus par rapport à ça, on va évoquer tout à l'heure les sacrifices qu'on est prêt à faire pour faire ça. Martin, on avait une petite question à te poser. Toi, tu oscilles entre deux villes, en fait, deux endroits, entre Paris et Annecy. Et Annecy, les deux villes les moins chères de France. Je suis très content. Avec plutôt. Mais c'est mignon. C'est mignon, ouais, tout à fait. C'est très mignon Annecy, ouais, moi j'aime beaucoup cette ville. Écoute, moi aussi, mais je fais le chiffre d'affaires de la SNCF sur la ligne TGV Paris-Annecy. Donc tout va bien. Après, c'est vrai que. Comment est-ce que ça fait partie de ton quotidien d'auteur ou pas du tout, ou c'est vraiment t'arrives à gérer les deux? Je gère les deux. J'aime écrire à Paris, chez moi. J'aime écrire à Annecy, chez moi aussi, et plus au vert donc. C'est marrant parce que le rapport à l'écriture est pas du tout le même. J'aurais du mal à l'expliquer, mais ok, la ville change, la taille de la ville aussi, le cadre, mais j'ai un rapport à l'écriture qui est totalement différent. C'est-à-dire où je travaille déjà mieux à Paris. Peut-être parce que je suis tout seul chez moi et que c'est plus facile, je suis pas perturbé par des gens, ma femme ou autre, et bref, puisqu'elle aussi en horaire décalé, donc du coup on peut se croiser en milieu de journée, et, c'est compliqué parfois à gérer. Mais non, ça se fait bien. En fait, j'ai besoin de cette aération, de partir. C'est des périodes de combien de temps en général? C'est des périodes de 3 semaines. 3 semaines, 1 mois, j'essaie de réduire, mais c'est parfois compliqué. Est-ce que ça t'aide justement à renouveler un peu tes idées? Ouais, ça doit... J'ai vraiment besoin de ce changement de cadre. Je suis très content quand je repars à Paris, je suis très content quand je retourne à Annecy. Ouais, c'est une bonne période, 3 semaines finalement. Tu as le temps de te poser un peu, de rester et puis de repartir quand tu as fait un peu le tour de ce que tu avais. Exactement. Tout ça pour dire que ça doit être cool. Ouais. Toi, on te regarde tous avec de l'admiration. Oui, c'est mon polo bleu. On veut tous ton polo bleu et ton appart à Paris et celui à Annecy. Je vous propose de parler un peu des moyens qu'on se donne tous au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous sentez que vous faites des sacrifices? Sans parler de... Je me plains, on n'est pas là pour dire qu'on se plaint, mais est-ce que vous vous dites, ok, ça, je sais que j'aurais plus le droit, ou ok, je l'accepte? Yacine, tu pourras plus aller à autant d'enterrements que tu avais prévu. Faut assumer, tu fais des Par blagues. exemple, Mathieu, est-ce que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles tu as fait une croix, ou tu te dis, ok, je sacrifie ça pour ma carrière, au final? Quelle carrière, Adrien? Ta carrière de scénariste, puisque c'est un métier, donc il y a une carrière. Ouais, mais on fait des podcasts. On fait pas que des podcasts, heureusement. On fait des podcasts, on écrit, on fait des choses plutôt sympas, marrantes.
plutôt cool au quotidien. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices, ou en tout cas, je m'en rends pas compte. Je vois juste le positif. Voilà, on s'amuse, on s'éclate, on est créatif, on voit des gens sympas, on fait plein de choses tout le temps et on gagne de l'argent avec ça. Je sais pas comment j'ai pu m'en passer aussi longtemps avant. T'as pas l'impression... Moi, j'ai par exemple l'impression de sacrifier une partie de ma vie sociale des fois, et je suis content. J'en avais pas avant, donc. Ah oui, bon, ça résout le problème. La vie sociale, elle est venue là, tu vois. On fait des podcasts, on voit des gens. Avant, je voyais pas autant de gens que maintenant, au final. Ouais, pour moi, ça aurait été de pas l'avoir Théo. fait qui aurait été un sacrifice. C'est-à-dire, quand déjà tu choisis de faire ça, tu prends quand même un sacré risque. Tu as beaucoup de chances que ça fonctionne pas. Je dirais de pas l'avoir fait, ça aurait été peut-être le choix de la facilité. Je suis pas sûr, hein, parce que tu n'aurais pas été heureux de toute façon. Mais non, ouais, c'est pas un sacrifice. C'est quand même un métier où tu as de la liberté, quoi qu'il en soit. Tu parlais le fait de un peu réussir finalement, et que c'est ça qui... Ouais, t'as pas l'impression de faire des sacrifices parce que ça marche plutôt bien et c'est une dynamique qui est plutôt sympa. Ouais, parce que t'en vis. À partir du moment où t'en vis, si t'en vis pas et que tu galères, comme on a La tous perception, fait elle est au début, différente. Forcément, elle est différente parce que tu sacrifies le fait de pas manger de viande pendant 2 mois, quoi. Mais c'est pas Forcément. plus mal pour la planète. Oui, c'est vrai. Je suis un gros viandard, hein, donc je dis ça, mais, Non, mais je me c'est vrai. restreins de plus en plus. C'est vrai. Surtout que je vois des vidéos de certains animateurs de podcasts sur Facebook qui sont très anti-viande. Et, Je suis végétarien. Bonjour les amis. Je crois qu'ils salut. En fait, je voulais vous demander, c'était indirectement, ça m'a amené une question, le regard de confrères scénaristes qui peut-être, eux, n'ont pas la chance que vous avez d'avoir un projet en développement, des choses qui se font, des films qui se tournent. Est-ce que vous sentez un regard différent justement sur le métier par rapport à ce que vous exercez? C'est pas clair comme question. Oui et non, ça dépend de l'âge en fait. J'ai l'impression que moi j'ai une petite trentaine et les gens qui galèrent ou qui ne vivent pas peu de leur passion, que ce soit du scénario, de la réalisation, passé 30 ans, ça commence à compliquer un peu le regard qu'on a sur ce qu'on fait, et ce pourquoi on se lève le matin. Quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, comme on a commencé tous autour de cette table il y a quelques années, le regard n'est pas le même, je pense. D'accord. Ça dépend pas que de l'âge, évidemment, mais c'était un exemple. Ouais, ça dépend du temps ouais. Ça dépend. Ça y est, ça, Théo fait est combien de fatigué. temps, ça fait combien de temps que tu es dans la galère? Justement, quand tu dis quand tu as plus de 30 ans et que ça fait 10-15 ans que tu fais ça et que tu vois que c'est toujours compliqué, forcément, tu n'as pas le même regard sur les autres et sur ta vie. Ça, c'est clair. Après, moi, tous les amis que j'ai qui peut-être ont plus de mal ou plus de difficultés, j'ai jamais senti un regard en me disant pourquoi toi, pas moi, tu vois. Ouais. C'était toujours de la bienveillance et ils étaient contents de ce qui m'arrivait. Et voilà, quoi. Est-ce que le fait de considérer l'écriture comme un métier, ça aide à ce que ça le devienne? T'en vas loin là. C'est un podcast Je philosophique. sais pas, mais tu sais que dire que tu es scénariste, déjà, moi je me posais beaucoup la question au début. À quel moment tu dis que À t'es quel scénariste? moment tu dis que tu es scénariste? Est-ce que tu le dis à partir du moment où tu fais principalement que ça? Ou est-ce que tu le dis à partir du moment où tu es payé? Ou est-ce que tu le dis à partir du moment où tu en vis exclusivement? Tu vois, moi j'ai un boulot à côté les week-ends. Et ben, je dis que je suis scénariste, mais j'ai toujours le truc de ouais, à côté je bosse aussi les week-ends, tu vois. Il y a un truc de à quel moment tu t'es. Si c'est que ton activité, que tu vis de ça et tout ça, bon, bah forcément tu es scénariste. Mais Moi, je parle des deux du coup. Je dis toujours en premier, je Ouais. suis scénariste. Ouais. Et là, j'ai un à côté qui me permet Ouais. de vivre. Mais je trouve que c'est pas incompatible et je pense même, je me dis, tiens, les scénaristes devraient avoir des métiers à côté. Finalement, on apprend plein de choses, on vit d'autres trucs et ça permet Ouais, c'est clair. ça aide. Moi, je trouve que finalement, ça m'aide plus que d'être au RSA ou d'attendre que ça tombe tout seul. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu cette période où je me demandais, quand on me demandait ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je fais genre, je suis scénariste, même si c'était pas encore le cas, je le faisais pas à 100%, j'étais pas payé. Et c'est venu en fait avec la discipline, avec le côté, je prends ça comme un métier, ok, on loue un bureau, on a des horaires, on bosse tous les jours, on y va à fond. Et On effectivement, cherche des clients, enfin, on cherche. voilà, voilà, quand tu fais on ça, envoie des 80% de ta semaine, tu fais ça, oui, bah, au bout d'un moment, je disais, je suis scénariste. Et il s'est avéré que derrière, bah, ça a pu payer, on a commencé à gagner de l'argent. Et là, ça aide à le Ça dire crée une plus légitimité, facilement. en Ouais. fait. Ouais, moi d'ailleurs, j'ai commencé, j'ai fini mes études en 2006-2007 et j'ai commencé à travailler en binôme en fait avec un réalisateur qui s'appelle Alexandre Hiller, avec qui j'ai fait 4 films, peut-être bientôt un 5e. Et lui, il avait déjà une mécanique et une hygiène de travail et une vraie dynamique. Il posait un cadre, etc. Et du coup,
ça m'a énormément apporté parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air de savoir un peu plus ce qu'il faisait que moi, qui sortait de la fac. Il t'a entraîné dans son rythme. Et qui m'a entraîné, qui m'a vachement aidé au début à savoir à peu près comment il fallait faire pour être régulier, productif et tout ça. Voilà, c'est vrai que tout seul, livré à moi-même, je sais pas comment j'aurais travaillé dans ces premières années. Petite parenthèse avec Sandrier, c'est très drôle parce que tu sais qu'il était accessoiriste sur un des premiers courts-métrages que j'ai tourné en 2005. La famille du cinéma. Eh ouais. C'est magnifique. Magnifique. C'est très très drôle. Il se passe des choses. Bonjour aux accessoiristes. Moi j'adore ce métier, j'étais aussi accessoiriste. Je trouve ça trop cool. Alors, est-ce que tu disais que tu étais accessoiriste? Non, ouais, sur le plateau. Sur le plateau. Quand on disait c'est qui l'accessoiriste, c'est moi. C'est vrai. Alors, on peut changer la thématique du podcast. Accessoiriste comme un métier. Est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce que tu loues un bureau pour entreposer tes accessoires? Il faut un endroit pour stocker des accessoires. Mais c'est vrai, on rigole là-dessus, mais ça peut peut-être s'étendre à d'autres domaines, à d'autres métiers. À quel moment ça devient un métier, justement? C'est peut-être à partir du moment où on y met les moyens, on y met du temps, et que ce soit pour le scénario ou d'autres métiers un peu marginaux, j'aimerais dire, un peu différents. Mais dans l'écriture ou pas forcément? Pas forcément. Parce que je gagne ma vie avec l'écriture de scénario. Plutôt artistique en général. En tout cas. Mais à côté, vous voyez, je prends un exemple. J'ai commencé à écrire un roman que j'avais en tête depuis très longtemps. Je trouvais pas le courage. Enfin, l'excuse que je donnais, c'est que je trouvais pas le temps. En fait, je trouvais pas le courage et je m'y suis mis cet été vraiment. Et je le fais pour le plaisir. Donc là, pour le coup, je le prends absolument pas comme un métier parce que j'ai aucune velléité d'édition et encore moins de vente derrière. Je le fais parce que j'ai envie d'écrire ce roman et on verra bien ce qui se passe ensuite. S'il doit se passer quelque chose auprès d'un éditeur, tant mieux. Pourquoi pas, j'ai envie que le livre existe et qu'il soit lu. Je vais déjà essayer d'aller jusqu'au bout, ce qui est une première expérience pour moi. Mais alors là, pour le coup, le scénario, la réalisation, l'écriture, ce sont des vrais métiers, je les considère tels quels. Ce roman, alors que j'y passe aussi quand même quelques heures, j'écris pas tous les jours dessus, mais j'y passe quelques heures, quelques dizaines d'heures par semaine, je considère absolument pas comme un métier. Mais juste comme une envie un peu fun. Comme un hobby, ouais, tout à fait. Quelque chose que tu ferais à côté, voilà, après ton fait. boulot. Et comment ça s'intègre dans ton rythme de vie quotidien? Alors c'est pas au quotidien, comme je disais, j'essaie d'intercaler en fait. Ça dépend de ce que je dois rendre à côté en termes de cinéma, en termes de scénario ou de prépa de film ou autre. Donc j'essaie d'intercaler. Cet été c'était plus simple parce que mes scénarios, tous les producteurs étaient en vacances, donc les scénarios étaient un peu en mode pause. Mes projets personnels aussi, donc du coup j'ai pu me passer 2 mois à écrire, à avancer sur le roman. Là la rentrée est arrivée. Du coup, j'essaye d'intercaler cette écriture de roman quand j'ai le temps, quand j'en ai l'envie débordante et surtout quand j'ai rendu ce que je dois rendre à côté, ce qui me rapporte de l'argent. D'accord. Quand tu as l'esprit tranquille et libre. Exactement. Est-ce que vous, Théo, Yacine, vous avez des hobbies, des occupations comme écrire un roman? Enfin, dans l'écriture, je veux dire, pas forcément écrire un roman. Est-ce que vous écrivez d'autres choses finalement qui ne sont pas votre métier? Moi, j'ai commencé en fait à travailler dans le rap. C'est-à-dire que je suis un gros fan de rap, j'ai écrit des dossiers de presse, des bios pour des maisons de disques, j'ai écrit pour la presse spécialisée, j'avais aussi un blog sur le sujet, j'aimais beaucoup ça. Et j'ai commencé peut-être un peu à me lasser aussi, et puis à sentir peut-être que je m'éparpillais, ou le scénario prend beaucoup de temps. Donc C'était un métier? Oui, c'est-à-dire que j'étais payé pour le faire et je vivais aussi en partie grâce à ça au début. Et c'est vrai que des fois, je regrette de ne pas pouvoir avoir l'énergie. J'ai des potes qui ont lancé une newsletter qui s'appelle Curators, etc. Ils me proposent d'écrire des trucs, ou des gens avec que j'aime bien, etc. Et j'ai moins l'énergie qu'avant pour faire des billets d'humeur ou des choses comme ça, qui est une écriture plus personnelle. On peut se permettre, c'est vraiment un autre type d'expression. Et j'ai l'impression que cette partie de mon hémisphère a sauté quelque part à force de la laisser tomber et à me concentrer sur l'écriture de scénarios et autres. Du coup, t'en fais encore aujourd'hui ou pas? J'ai écrit un truc il y a 3 mois, alors qu'avant, j'avais un billet par semaine sur mon blog et plus des petits trucs à droite à gauche et tout. Il n'y a pas d'autres choses qui sont venues se greffer en écriture? En remplacement, non. C'est vrai que là, du coup, l'écriture a perdu tout ce côté un peu soupape. C'est-à-dire que là, tout ce que j'écris est censé être utile ou professionnel, et ça me manque un peu. Après, c'est des cycles, hein, ça reviendra peut-être. D'accord. Et toi, Théo, est-ce que tu as des... Non, moi, j'ai pas de hobby d'écriture à côté, mais c'est marrant, ta dernière phrase, mais parce que je n'ai pas commencé de projet personnel depuis très longtemps, et là, je travaille que sur les projets des autres. Ah. Et c'est marrant, hein, parce que déjà, j'ai du mal à m'y mettre. Maintenant, je dis que j'ai plus le temps aussi.
je vais dire ça. Maintenant que je fais plein de films et tout. Mais pendant longtemps, j'ai eu plein de temps. J'ai eu beaucoup de temps pour le faire et je l'ai pas commencé, hein, même si j'en avais l'envie. L'envie autant que le truc de tu dois le faire quand même là. C'est bon, t'en as fait un, fais-en un autre. C'est-à-dire que tu t'es aussi concentré très longtemps sur ton projet qui était aussi sur mon très premier longtemps en écriture. Ouais, mais ça c'est une fausse Grégoire excuse, et tu vois, parce que j'avais du temps à côté. Donc forcément, je disais, il y a le projet qui est en cours, mais des fois pendant 2-3 mois, on travaillait pas. Et pour autant, je commençais rien à côté, tu vois. Et d'où le truc de discipline. Maintenant, je travaille pour les projets des autres. J'aime beaucoup ça, tu vois, parce que je découvre un univers à chaque fois, puis une personne aussi. Et du coup, tu arrives à gérer ton mode de vie avec ceux des autres, Ouais, ça me cadre, hein. Ça me cadre vachement. Puis d'être de faire du boulot de commande, t'as tout de suite le paiement derrière, quoi. C'est-à-dire que tu bosses pour quelqu'un, puis t'es payé, et puis tout ça. C'est vrai que là, c'est clairement un métier, du coup, que j'aime faire, que j'aime beaucoup ce truc-là. Après, quand ça fait longtemps que tu es sur le projet de quelqu'un, tu dis « Ah ouais, tiens, j'aimerais bien faire mon truc après, peut-être. » Mais là, comme je viens de commencer des nouveaux projets, j'ai pas cette envie-là encore. Après quelques mois, ouais, ça revient. Mais j'ai pas eu l'occasion de le faire après le dernier film, et bon, je pense que ça va revenir à un moment donné. Et toi, Adrien, alors, quand est-ce que tu écris ton roman ? C'est comme Martin, moi j'ai commencé cet été. Ah ouais? Ouais, tranquillement, à Barcelone, c'est chouette. Voilà, c'est comme toi, c'est purement récréatif, purement pour le plaisir. Ça sera ce que ça sera. Et ça avance à son rythme. Voilà, pas de pression, et c'est une sorte de bulle, un petit peu dans tout ça. Parce que des fois, écrire pour être payé, c'est bien, mais c'est bien aussi de relâcher la pression par rapport à ça. C'est une vraie soupape. C'est vrai que moi, c'était une véritable envie depuis plusieurs années, et le fait de l'avoir commencé, ça a été une espèce de soulagement. Vraiment, ça m'a fait du bien. Je te donnerai des contacts dans l'édition. Le fait de le commencer. Ouais, mais s'il n'y a pas d'édition, c'est pas grave. Non, mais il faut quand même qu'il y ait... Moi, c'est pas la finalité que le film. Moi, déjà, le but, sincèrement, en ayant commencé ce roman, c'est déjà de le terminer. Parce que quand je commence un scénario, j'en écris plus d'un quand même de courts, de longs métrages, que ça soit pour moi ou mes projets personnels ou en commande. J'ai toujours terminé. Là, le roman, j'espère le terminer. C'est une toute autre écriture, ça n'a rien à voir. C'est pour moi, c'est un saut immense dans l'inconnu, et j'espère arriver jusqu'au bout et avoir le courage de tenir jusqu'au mot fin. On verra. Je tiendrai au courant. On va soutenir, ouais. Est-ce que le soulagement, c'est le fait de enfin l'avoir commencé ? Parce que j'imagine que ça a été mûrement réfléchi, c'est quelque chose dont tu avais envie depuis longtemps, ou le soulagement, c'est de le faire à chaque fois ? C'est de l'avoir commencé. Une fois que t'es lancé, il y a un truc qui m'a retenu pendant des années, mais vraiment, alors que j'avais le temps. Parfois, j'ai pas travaillé pendant des mois et des mois parce que j'avais pas de projet, alors que voilà, j'aurais pu bosser sur autre chose, et en particulier ce roman. Je ne trouvais pas l'énergie et le courage, surtout, de me lancer dedans, dans une nouvelle forme d'écriture. Je sais écrire un scénario, ça veut pas dire que je suis bon scénariste, c'est pas à moi de juger, mais je sais écrire, je connais les techniques de la dramaturgie, je connais les techniques d'écriture d'un synopsis, d'une continuité dialoguée. Je ne sais pas écrire un roman. Et je me lance. Ouais, faut tout refaire, c'est drôle. Faut tout refaire. J'ai l'impression d'être il y a je sais pas, 10 ans en arrière, quand j'ai commencé à bosser dans le cinéma, quoi. C'est très drôle. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout de l'avoir commencé. Qu'est-ce qui a déclenché alors le premier pas dans le roman ? Le fait de t'y mettre, qu'est-ce qui a déclenché le fait que je m'y suis mis cet été ? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Très étrange, je sais pas, ça m'a pris comme ça un matin, j'ai ouvert Word et je me suis dit j'y vais. Alors que j'aurais pu le faire il y a 3 ans, mais ce matin-là, je me suis dit j'y vais. Mes scénars étaient finis, j'avais rendu tout ce que je devais rendre, j'étais en vacances, donc je pouvais aller à la piscine, à la plage ou n'importe quoi. Je me suis dit j'ouvre Word, j'écris. Ça arrive, hein. Ça peut arriver. Il y a des jours comme ça, on a envie, on le fait, et puis voilà, on se pose pas de questions. Et on le fait avec plaisir. On en reparlera peut-être dans un prochain podcast dédié à l'écriture de romans. Voilà, je dis ça. Je ne suis pas professionnel. Ce n'est pas un métier. Tu reviendras nous voir quand pour dire ça. Ce n'est pas un métier pour moi. Quand ce sera publié et que tu auras vendu des millions d'exemplaires de ton roman. Comment vous vivez l'isolement ? Enfin, on en parlait tout à l'heure, l'isolement du scénariste. Toi, Mathieu, par exemple, ta vie sociale, est-ce que tu nous disais qu'elle n'était pas... T'as pas de vie sociale, a priori ? J'en ai plus depuis qu'on bosse, tu sais. Plus, oui. C'est parce qu'on bosse trop. Mais toi, ça te pose pas de problème de toute façon, a priori. J'en ai une légère, mais moi, je suis bien dans mon monde. Quand je dois m'occuper, je m'occupe. J'ai toujours des choses à faire. Parce que j'écris aussi à côté, mais c'est pas du hobby. C'est des choses qui sont payées et qui sont toujours liées à l'écriture, mais ce sont des choses différentes. Et ça me permet quand même aussi d'entretenir le cerveau qui écrit, mais sans se cadrer dans du scénario et dans ce qu'on fait au quotidien. Mais sinon, au niveau isolement, je me sens pas particulièrement isolé. Et si parfois je le suis, moi je suis bien isolé aussi.
J'aime bien être tranquille et faire mes trucs. J'ai toujours des choses à faire, des choses à lire, à voir. On n'a pas de collègues en fait, c'est ça. Enfin, par nous deux, nous on est collègues, mais. On peut pas discuter à la cafette le matin à 10h. Comment on fait pour pallier à fois, c'est ça pas plus Bah, moi j'ai une super astuce, c'est de faire des podcasts. C'est vrai que les podcasts permettent de rencontrer du monde et de faire Voilà. des petites récréations. On devrait en faire plus du coup, parce qu'on n'a qu'une récré par mois, c'est pas top. On en fera peut-être plus. Et vous, messieurs, comment vous gérez ça, Yacine, par exemple? Je gère ça en essayant de bien m'entendre avec tous mes réalisateurs attitrés, co-auteurs, etc. Non, c'est vrai que voilà, c'est toujours plus agréable quand on est, voilà, que ce soit Chloé Maslow, Alexandre Diller, Émilie Ossel, enfin les gens avec qui je travaille en ce moment, ou Jean-Baptiste pour la série. C'est des gens avec qui on peut aussi discuter d'autres choses, faire une parenthèse. Je peux leur parler de rap, ils font semblant d'être intéressés, ça me fait très plaisir. Parce que nous aussi on a fait semblant. Hein, Il y a aussi une relation qui se crée où on parle d'autres choses de temps en temps et ça nourrit l'écriture. Donc voilà, après c'est vrai que ce qu'on perd peut-être, et je m'en suis rendu compte en réalisant notamment les 2 cours que j'ai fait il y a 2 ans, c'est que scénariste c'est un métier au mieux de binôme ou de trinôme quand on est dans les réunions avec le prod et qu'on défend ce qu'on vient d'écrire. Mais la notion de groupe et interagir dans un groupe, et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas, effectivement. On peut avoir une vie sociale, mais c'est à chaque fois ça peut être, disons, 8 heures par jour de tête à tête. Et ça, c'est peut-être un peu pesant à la longue. La notion de groupe, elle peut revenir quand tu es réalisateur et que tu fais ton film. Voilà, c'est ça. Et c'est là où j'ai vu la vraie différence. Après, pour faire une petite parenthèse sur la réalisation, c'est qu'il y a aussi quelque chose de... Scénariste, c'est un métier qui est basé sur la régularité. Enfin, moi, je le pense. Enfin, sur une sorte d'hygiène de travail ou d'objectifs qu'on se fixe et tout ça. Et il y a un peu un côté Cendrillon avec les réalisateurs, dans le sens où on est très entouré, puis très tout seul, puis très entouré. Et du coup, c'est aussi, on peut se sentir vachement soutenu et aidé, puis malgré tout, on se retrouve seul avec ce qu'on a fait à un moment. Donc il y a aussi beaucoup plus de yo-yo là-dedans. Ouais, du jour au lendemain, t'es tout seul. C'est ça. Les fins de tournage, une fois que le film a tourné en festival et qu'il n'y a plus rien, et que tu repars sur 2 ans ou 3 ans d'écriture, de développement, de recherche de financement, ouais, c'est un peu ce que je vis vraiment. Parce que c'est très juste ce que tu dis, Yacine, ce yo-yo où tu es hyper entouré. Et moi, ce que je préfère, concrètement, c'est le plateau. J'ai l'impression d'être en famille. Quand je suis 10-12 jours sur un tournage, j'adore être entouré, il y a tout le monde, on est là, il y a une espèce d'émulsion de créative et que je retrouve pas avec le métier de scénariste. D'où le fait que moi j'ai plus ressenti la solitude entre guillemets pendant la réalisation, même si j'ai eu des super prods sur le premier, j'étais super bien entouré aussi sur le second et tout, mais parce que voilà, il y a ce yo-yo là, alors que avec les scénaristes, quand on est scénariste et qu'on est sur le développement, sur du long terme, c'est peut-être un peu moins funky, il y a un peu moins de visages bigarrés et différents qui viennent, voilà, qu'on croise, etc. Il y a un peu moins de rencontres ou de scènes un peu intenses, mais il y a cette assaise entre guillemets qui pose un cadre en tout cas. Tu confirmes, Théo? Ouais. Non, c'est sûr que quand tu es réalisateur avec ma toute petite expérience, c'est vrai que c'est vachement agréable d'être, comme tu disais, une famille tous ensemble pendant un certain temps. Enfin, quand ça se passe bien. Ouais, quand ça se passe bien. C'est pour ça qu'il faut toujours bien choisir ton équipe. Mais quand tu es scénariste, après, c'est une relation différente. Tu bosses avec un mec et tu le connais pas depuis longtemps et pourtant, partage, enfin, pareil quand ça se passe bien et quand tu t'entends bien avec la personne. Hein. Et tu partages vachement de trucs assez personnels et tout ça. Et bon, après, tu as une phase où tu es tout seul. Mais ça, c'est pareil, ça m'a jamais gêné. Après, c'est vraiment, là, on parle de vie sociale dans le travail. Après, en dehors, scénariste, ça te permet justement d'organiser ta vie comme tu le veux et de pas te bloquer ta vie sociale en dehors du métier de scénariste. Du coup, ça empathie pas trop. Oui, il y a une vraie indépendance. Ouais. Où tu gères un peu. Tu es autonome, tu fais comme tu veux. Est-ce que ça change quelque chose pour vous d'être indépendant? Parce que vous avez peut-être connu quelque chose avant, un autre métier où vous n'étiez pas indépendant. Et là, du coup, vous l'êtes. Non, j'ai toujours connu l'indépendance. Donc il n'y a que moi qui peut répondre à ma question. Non, moi je suis assez d'accord. Il y a un truc que j'aime bien dans un métier soi-disant normal, même si le métier je l'aimais pas, c'est que tu fais 9h-18h, mais tu rentres chez toi et puis tu n'as plus rien à penser, quoi. Tu peux faire ta vie. Ouais. Tu sais, je vois, moi j'ai plein de potes qui bossent 9h-18h, une fois qu'ils sont sortis, ouais, c'est fini. Maintenant, c'est ma vie qui... Ils aiment ce qu'ils font, hein, c'est pas le problème, mais en tout cas, tu peux faire des séparations plus claires entre jamais. On n'est jamais en train d'arrêter, en fait. Voilà. Toujours en train de penser au projet, que ça soit... Surtout toi qui bosses la nuit, donc j'imagine que ça cogite d'autant plus. Mais on y pense tout le temps. Tout le temps, même en pause, je suis en pause déj le midi, je pense à ce que j'ai écrit il y a une demi-heure et à ce que je vais écrire dans 1 heure. Non, ça veut dire que je prends des pauses déj d'1h30. Oh merde, je me suis balancé. C'est le cinéma français, 2 heures normalement c'est. Non mais c'est vrai que des fois on peut un peu jouer, parce que comme on a cette liberté de planning très importante,
on peut avoir envie de jouer un peu à Tetris avec son planning et des fois d'optimiser, de passer plus de temps à se demander comment on peut faire le plus de choses ou éviter des déplacements ou caler un rendez-vous, plutôt que simplement aller à son bureau et repartir. Et du coup, la grosse responsabilité d'être maître de son temps, des fois, ça peut, quand on n'a pas de boulot, comme quand on en a beaucoup, ça peut être assez étouffant. Gérer son temps, c'est finalement une grosse partie du travail, et si on le fait mal, ça peut un peu court-circuiter le reste, quoi. Bah oui, quand je vois on a une to-do list avec Mathieu et on la réactualise très souvent, ça change tout le temps. Et... Ouais, on a essayé de se dire, tiens, le mercredi, on va faire ce genre d'activité, le jeudi matin, on fera plutôt ça, mais non. Ça marche pas, marche pas du tout. Ça marche pas parce qu'il y a un mail qui tombe, il y a un truc à faire, tiens, faut appeler machin, demain il y a un rendez-vous, alors on avait prévu de faire ça, et voilà. Mais d'où l'intérêt encore, je prononce ce mot pour la 16e fois aujourd'hui, de la régularité, parce que plus on essaie plus moi j'essaye d'avoir des horaires réguliers, moi je me pose la question de ce que je vais devoir faire. Et après, il y a une routine qui se met en marche, il y a des facilités, etc. Et les choses roulent beaucoup plus facilement pour moi. Dès que j'arrête, notamment les retours de vacances ou de choses comme ça devient très très embêtant parce que les choses prennent une importance beaucoup plus importante et la routine a été brisée et on prend toujours 4 ou 5 jours avant de s'y remettre. Pour conclure sur l'aspect social, moi je dirais que je suis très content de pouvoir des fois voir d'autres personnes qui ne travaillent pas de près ou de loin dans le milieu du scénario. C'est juste des fois un plaisir de se dire ok, ça a été quoi ta journée, ok, Ça fait beaucoup de bien, même au-delà du milieu du scénario, dans le milieu du cinéma tout court. Ouais, j'imagine après quand t'es réalisateur et que t'es un peu plus entouré en fait par différentes... Du coup toi Martin, le fait d'être à Annecy de temps en temps, tu t'éloignes un peu aussi du cinéma. Ah tout à fait, tu vois d'autres gens. Je m'en éloigne. C'est plus radical en tout cas. C'est très radical. Ouais. Si j'avais le choix, je vivrais plus souvent à Annecy. Le cadre de vie est quand même différent par rapport à Paris. Je dirais pas meilleur, mais tout simplement différent. Plus agréable peut-être. Mais c'est impossible. Je pense, c'est une quasi-certitude qu'il faut être à Paris quand on veut vivre de son métier. En tout cas, quand on commence, quand on est des jeunes trentenaires. Je ne crois pas trop me planter autour de cette table, à peu près. Un peu au-dessous, un peu au-dessus. Mais bon, on en reparlera dans quelques années. Et si on parlait d'argent ? Allez. Est-ce que vous tenez vos comptes de manière carrée ? Comment vous gérez votre argent en fait ? C'est la question qu'on se pose. Je fais pas. J'ai lu des trucs sur internet qu'il y avait des gens qui faisaient des tableaux Excel pour leur compte. Des gens qui avaient. Je parle de Clémence dans ce podcast qui parlait de ces tableaux Excel. C'est possible, ouais. Pauvre Clémence. Salut Clémence. Moi, c'est très bizarre parce que mes premiers contrats, le tout premier d'ailleurs, je m'en souviens, j'ai reçu un chèque important. Et ça a été une joie immense déjà de signer pour un premier long métrage, un développement. Et je me suis dit, mais c'est génial, mais je suis blindé. Sauf que j'ai pas compris que j'allais peut-être devoir vivre 6 mois avec ce chèque. Et que c'était pas un salaire mensuel et que le mois suivant, j'avais pas touché la même somme. Donc j'ai appris très vite. Je me suis payé une télé avec mon non, j'ai acheté un très joli manteau, puis plein d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fondait vite. Toi aussi. Je crois qu'on est tous passés par là. Mais donc j'ai appris qu'il fallait gérer, qu'il fallait prévoir. Et maintenant, après quelques années, je sais, quand j'ai fait mon année, je sais combien je dois gagner. T'es payé, à peu près. Tu touches à rien. Je ne bouge plus. De côté. Voilà. Je mets de côté, mais après je me fais plaisir, je vis bien. Enfin, j'ai et la moitié, comme tout le monde, la moitié de ton argent passe dans la SNCF de toute façon. Et le whisky. J'allais dire. Voilà. Et les polos, c'est important. Et le polo bleu. Il faut gérer. Enfin, je suis pas un dépensier, je suis pas un radin non plus, loin de là, mais on sait que tout est précaire dans ce milieu, donc je préfère gérer, je préfère essayer de prévoir en fait. Est-ce que tu fais tes comptes par exemple pour les dépenses du repas du midi ? Non. Du tout, mais alors jamais. Par contre, je fais un truc, c'est que dès que je touche de l'argent, d'un scénario, d'un film ou autre, je prends systématiquement 10% de la somme et je la mets de côté sur un compte que je ne touche pas depuis des années. D'accord. Oui, il doit être... il doit être... Ça va, c'est bien. Non, c'est bien. Bah, les gars, quand c'est 10% d'un prix en festival à 500 €, ça fait pas des masses quand même. Quand c'est 10% d'un contrat un peu plus élevé, oui. Non, mais en fait, j'ai eu cette idée-là il y a quelques années. Et mais vraiment, je prends 10%, je n'y touche pas. Tu sais du coup combien a gagné ton agent avec toi ? Exactement, ouais. Yacine Bah non, je pense que le principal truc, c'est être... T'as pas besoin d'argent, toi, Yacine Je pense que ça va, faudrait que j'aille vérifier, si on peut couper quelques instants. Non, je pense que le principal truc, c'est de se rendre compte que contrairement aux salariés, on n'est pas dans une réserve d'argent qui se reconstitue. On peut pas compter sur une somme qui va revenir tous les débuts de mois. Ça, c'est la grosse différence. Moi, je suis parti en vacances avec des potes. C'était « Oh là là, ça va être dur le découvert à la rentrée, ha 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 !» Et en fait, l'argent, quand tu le jettes, il revient pas, quoi. C'est pas un boomerang quand tu es scénariste. Donc, c'est pour ça que tu n'as plus d'amis aujourd'hui. C'est ce que je leur ai dit. Non.
Et voilà, c'est la grosse différence. Je vois ça avec ma copine qui est salariée, etc. C'est que c'est la grosse différence de ne pas jouer sur le découvert autorisé parce qu'on a un salaire régulier, qu'on sait, etc. Voilà, il faut juste... et que du coup, la notion de mettre de l'argent de côté n'est pas exactement la même. Mettre de l'argent de côté, c'est un truc dans lequel on va puiser peut-être régulièrement. Des fois, ça grossit, des fois, ça... Voilà, c'est tout. Exactement, ouais. C'est la principale différence. À part ça, l'idée de Martin est une très bonne idée. Oui. Sur les 10%. Ouais. Il faudrait que tu fasses un brevet pour ça. Non, allez-y. Je pense que l'idée de mettre de côté de l'argent est plutôt répandue. En général, ouais. Mais le 10%, Moins dans le milieu 10% ça pète. Moins dans le milieu, Genre, moins c'est dans le milieu calé, du quoi. cinéma. Ça m'a paru très brillant quand il l'a dit, en tout cas. Non, mais parce qu'en fait, c'est plus simple à calculer. On va le mettre en ouverture du podcast. La phrase comme ça. Les 10%. Ça va épater les gens, ils vont rester jusqu'au bout. 10%, ils doivent en faire Mais par une contre, les série. gars, il faut mettre sur un compte bloqué parce que sinon, c'est facile de piocher dedans. Il faudra en faire une série. Et c'est un peu tentant parfois, mais sur un compte bloqué, au moins, il n'y a pas de souci. Oui, comme ça, tu peux pas y Tu toucher. peux pas. Voilà. À un moment, tu peux quand même y toucher, sinon il n'y a Ouais. aucun intérêt. Oui. Est-ce que vous pensez On n'a pas, justement... demandé à Théo, je crois. Ah, Théo, pardon, non, Théo, il a j'ai- l'air dépassé par les notions d'argent. Ouais, non, mais j'ai exactement la même chose que toi, Martin. Quand j'ai eu le premier chèque, tu craques un peu, puis tu te dis, ok, c'est bon, je vais lâcher mon boulot à côté, parce que le boulot que je fais à côté, c'était mon boulot d'étudiant. Je me dis, bah, je vais pouvoir lâcher ça d'ici 6 mois, tout ça. De toute façon, le film, il va se tourner dans 1 an ou 2, puis ça sera bon, tu vois. Bon, le film est toujours pas tourné, hein, ça fait 4 ans. Voilà. 4 ans et demi. Et Prise du de coup, conscience. ouais, carrément, après le premier chèque. Et après, maintenant, je fonctionne, je fais pas gaffe, en fait. Je suis pas en mode coq et pute, puis... non, parce qu'on est scénariste, on n'est pas réalisateur. Ah, toi, je sais Non. pas. On nous écoute à Annecy. C'est un vaste cliché qui n'a aucun Ouais. lieu me concernant. Est-ce que les coûts que vous pouvez avoir, la vie quotidienne, c'est des coûts que vous répercutez dans vos salaires, enfin, dans l'argent que vous demandez pour les commandes, par exemple? Non. Est-ce que c'est Pour leur faire payer mes petits fruits et légumes bio à la con. J'habite dans le 20e, donc je suis aussi un cliché de bobo. Mes graines et mes fruits et légumes bio. Mais non, ça serait compliqué de leur demander ça, je pense. Je dis ça parce que, par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est un jour demandé combien nous coûte le fait de vivre, de venir Ouais. travailler ici, de louer un bureau, etc. Ça représente quelle somme par mois. Du coup, quel est notre tarif quand on a des choses très précises, un tarif à la journée sur 2 jours, etc. C'est des calculs qu'on a fait, en fait. C'est pour ça que je vous Mais c'est pose la hyper question. intéressant et tout à fait... Pardon, Théo. Et tout à fait logique, parce que quand tu as un boulot normal, entre guillemets, les gens comprendront ce que ça veut dire, tu as ta carte de transport qui est payée, ou tes frais kilométriques qui sont remboursés si Les tu es en tickets voiture, resto. les tickets resto, tu as ton repas de midi qui est défrayé. Nous, rien du tout en fait, quand tu y penses. On a les frais réels. On est aux frais réels sur les impôts, Ça, mais c'est bien. Quand t'as été par les prods, faut prendre le truc le plus cher. On va Ouais, faire un mais- podcast ouais. Frais réels, imposition. Frais réels, Ouais. c'est pas systématique. Tu C'est peux un choix que tu non, fais, oui, c'est un choix que tu fais. fais le Ouais. choix d'être aux frais réels et du coup tu peux déduire une partie Si de t'es ton un mec qui loyer. garde tous Ouais. tes tickets, faut être comme ça. Moi, je sais pas. Et toi, ne Ah. serait-ce que l'achat d'un ordinateur, l'achat d'un logiciel de scénario, essaye de le faire passer dans un contrat d'écriture Ouais, avec non, un bien prod, sûr. suivant qui t'as en face, et je pense que dans 90% des cas, les gens te rigoleront Ouais, au c'est nez, sûr. enfin rigoleront au Ouais. nez de ton agent ou... Théo, tu voulais juste ajouter quelque chose, pardon? Ouais, moi j'ai fait un calcul un peu comme ça il y a pas longtemps, parce que l'an dernier j'ai bossé sur un long métrage, donc j'ai bien gagné ma vie et tout ça, et du coup pendant 1 an j'étais là, ouh. Mais enfin en vivant normalement, tu vois, enfin j'ai pas, je me fais plaisir quand j'ai envie, et puis mais je fais pas de grosses dépenses. Ça t'a pas trucs aidé à comme ça. quitter ton travail à côté? J'aurais pu en fait l'an dernier, Ouais. tu vois, j'avais clairement un salaire plus qu'il ne faut pour vivre, et je l'ai pas gardé parce que justement je connais ce truc là de ouais, cette année ça va, mais l'an prochain est-ce que tu vas bosser après ce film, est-ce que tu vas bosser, et là il s'avère que c'est le cas maintenant, du coup je me repose la question, tu vois, puis j'attends de voir. En fait je pense qu'une Tu fois dis que ça tous les ans. ouais, C'est un et peu puis, ça dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de sacrifice. Enfin, il y a ce côté un petit peu où voilà, L'incertitude du l'incertitude métier, est un elle est peu là, un elle est là sacrifice pour tout le quelque monde. part. Je trouve. ouais, pour ma part, ouais, c'est voilà. vrai que tu peux pas planifier. Tu peux pas planifier, voilà. Tu vas pas avoir une banque pour faire un prêt pour acheter une maison, quoi, tant Ou que c'est t'as compliqué, pas le cash. Mm. Mais j'ai fait un calcul comme ça, c'est-à-dire que du coup, il y a quelques temps, je suis arrivé au bout de mes économies, parce que moi, j'ai pas de compte, je mets à côté en fait, j'ai tout sur mon compte. Du coup, ça fait beaucoup, puis petit à petit, ça descend Mais dès demain, Jusqu'à- il va ouvrir un compte. jusqu'à Il mettra Compte Martin. 10%. Ouais, 10%, peut-être, ouais. Je vais ouvrir un compte Je vais Martin, mettre- s'il vous plaît. Ouais. Un vrai Martin. compte Martin, 10% de tout ce que je gagne. Ouais, je vais faire ça, franchement. Franchement, C'est c'est une malade. super bonne idée. Je vous Parce le que là, conseille. tu arrives à tes impôts, tu n'as rien gagné de l'année, puis en fait, tout ce que tu as gagné l'an dernier, c'est parti. Mais du coup, j'ai fait le calcul parce que je suis arrivé à la fin et je me suis dit, bon, ok, combien j'ai gagné depuis 1 an et demi maintenant? Parce que du coup, j'ai dépensé tout ce que j'ai gagné l'an dernier.
Et donc, combien je dépense par mois? Et j'ai fait quel est mon salaire en fait réel Ouais. sur cette dernière année et demie. Et C'est ça bien de va, en savoir fait, parce que je me dis, combien, putain, ouais. tu as gagné plein d'argent, puis tu as tout dépensé comme un connard. Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je me rends compte que non, je dépense pas beaucoup en fait. C'est bien d'avoir Tu conscience de l'argent dont on a besoin au minimum pour vivre et savoir si justement on rentre dans nos frais ou pas. Ouais. Ouais. Moi, il y a un truc très drôle qui m'arrive parce que malgré l'argent que je mets de côté, j'ai aussi mon compte qui descend de plus en plus au fur et à mesure, suivant les mois, les années. Et en fait, parfois où j'étais un peu en stress parce que j'approchais d'une certaine limite, où je me disais mais comment je vais faire? Je suis en fin de contrat, tout ce qui a dû être payé m'a été versé. Et c'est là où j'arrivais vers la fin, c'est ce que j'expliquais à Yacine dans un débat par mail, enfin un échange, où finalement j'avais un truc qui arrivait d'un coup, comme une espèce de Mary Poppins qui me disait ah bah tiens, hop, j'ai un contrat qui tombe comme ça au dernier moment, là où j'étais vraiment au bord du gouffre, où je me disais j'ai plus d'argent, je vais tout quitter, ça m'énerve, j'en ai marre de ce métier, de cette incertitude, principalement financière, même si j'adore ça, si j'adore ce que je fais. Et bim, j'avais un contrat qui arrivait au dernier moment. Ça m'est arrivé 3 fois, les 3 fois où je m'approchais du rouge en fait. J'ai peut-être une bonne étoile. Ouais, c'est pas mal. C'est peut-être le fait de bosser, ça engendre des choses et les gens aussi. font appel à toi peut-être. Ouais, ça doit être ça. Et Le juste- fruit du travail. Pardon. Vas-y, Yacine, vas-y. Un petit éclairage historique qui est assez rigolo, c'est que donc, du coup j'ai fait un film sur Jean Orange, qui était gros scénariste français, qui a fait une centaine de films, dont 55 classiques. Et en fait, j'avais pu voir en consultant ses contrats que pendant très longtemps, les scénaristes français de haut niveau avaient en fait deux rémunérations. C'est-à-dire ils avaient leur contrat de session plus ou moins comme maintenant, et ils avaient des per diem, ils avaient un défraiement, ils étaient logés dans des hôtels, ils avaient un nombre de bouteilles de vin aussi par exemple Mais ça, prévu. c'était la bonne époque. Hein. C'était C'était- vraiment la bonne époque, voilà, Yacine. la nouvelle vague a tout brisé. Ah, bah oui, Martin c'est va ça. faire revivre cette époque, j'ai l'impression. J'aimerais beaucoup. Ah non, moi, on m'a payé un voyage avec hôtel et tout, j'étais comme un dingue. 3 jours, j'étais fou. Ah, c'est cool. J'étais rockstar. Bon, l'hôtel, tu vois, c'était un hôtel 1 étoile, mais pour moi, c'était un nouveau level, quoi. J'ai pris le train comme as, on t'envoie tout par mail et tout. Putain, tu te dis, waouh. Ça, c'est classe. Comme Judith qui est partie Oui, il y a la Oui, Réunion. qui est partie à la Réunion. Ouais, la Ah, Réunion, c'est ouais, super ouais. pour aller pour écrire. Salut Judith. son long métrage. Ouais. Frais payé par la prod. Ça, c'est pas mal. Moi, c'était Lausanne, c'est bien aussi. C'est très beau Lausanne, c'est une ville magnifique. C'est très beau. Ça n'a pas aucun lieu, aucun intérêt dans ce podcast, mais j'adore Lausanne. J'ai fait la post-prod de mon dernier film là-bas, Ouais. et c'est une très très belle ville. Ouais, j'ai vu le lac Clément un peu. Vous savez quoi? Ouais. On va finir là-dessus. Ouais, Sur Lausanne. Sur Lausanne, Ouais. exactement. Bah, j'embrasse tous mes amis de Lausanne, tant que j'y suis, Ouais, qui nous écoutent bonjour à certainement. Mes nouveaux amis que j'ai rencontrés. La Cinémathèque de Lausanne est très très jolie et les gens sont très accueillants, allez-y. Où est-ce qu'on vous retrouve, les gars? On peut vous contacter? Si d'un coup là, les gens qui nous ont écoutés sont super Moi, fans et veulent Martin vous Razi, je suis sur Twitter, sur poser des Facebook, et c'est tout. D'accord. Toi, Yacine. Pareil. Twitter, Facebook, un blog un peu moribond mais qui bouge encore, Qui s'appelle? _.overblog.com. Oula. Quoi? Ok. Non, voilà, faut taper underscore sur Ouais. Google. Ah, et puis on- underscore en toutes lettres. Oui, tu veux c'est dire. ça. Ouais, moi aussi, j'ai eu le le- mot ok. underscore. Moi, Juste j'ai eu tiret la bas. petite barre. Tirez bas. Et toi, Théo? Facebook. Facebook. Bon, bah, c'est la fin du podcast. Merci à nos invités et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui aura pour thème le point de vue du producteur. Là, On fait venir des producteurs. Voilà, Yeah. exactement. Si vous avez une question, une remarque ou une critique, vous pouvez nous écrire à podcast@adrienemathieu.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site www.adrienemathieu.fr, sur Facebook, Instagram et Twitter @2mecdrôles. Et ben, à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous. Salut. Salut. Merci, salut. Bye. Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laisser un tip sur le site tipeee.com. L'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 €, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visibles. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.